Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Ecclesia et bienvenue à une nouvelle émission de Parlons Écologie. Je suis toujours en présence de Bruno Lortiwa. Bonjour Bruno. Bonjour Sarah. Alors Bruno, la dernière émission, on est resté sur un mot qui nous a donné de l'eau à la bouche, le mot autorité. Ça va être la thématique d'aujourd'hui, du coup on va parler de écologie et autorité. On va aborder la façon dont nous exerçons notre rôle, notre vocation humaine qui est particulière à chacun et chacune dans nos relations humaines, dans notre environnement, avec les autres et avec nous-mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, on va essayer, hein. Allons-y. Allons-y. Bien, déjà, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire le mot autorité? L'autorité, c'est faire usage d'un pouvoir pour transformer quelque part notre environnement. Et donc, pour aller un peu plus en précision, je suis allé voir le Larousse pour voir ce qu'il dit du mot autorité. Donc, cette définition, c'est l'autorité est ce par quoi le pouvoir s'impose sans recours à la contrainte physique, donc à la force. Alors on pourrait aussi se poser la question, qu'est-ce que cela a à voir avec l'écologie, puisqu'on a dit la thématique c'est l'écologie et l'autorité, donc le lien n'est pas forcément évident d'entrée. Donc là on est bien entendu dans le cas de l'écologie humaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui régule les relations humaines et notre relation en tant qu'humanité avec notre environnement, et y compris tout ce qui est vivant autour de nous. Donc quelque part, faire autorité, c'est agir sur son environnement. Donc cela touche pleinement à cette question de l'écologie humaine. Voilà. Alors, donc il faut élargir notre visuel, notre perception du mot écologie. Ça c'est important, on en parle régulièrement dans cette émission. Ce qui est intéressant dans cette définition du Larousse, c'est que c'est donc l'exercice d'un pouvoir, ça c'est un premier mot fort qu'on peut relier au mot autorité, mais c'est aussi, et j'allais dire même surtout, qu'il s'impose sans recours à la contrainte et à la force. Ça veut dire que tout de suite, ça nous amène à penser que l'autorité, telle qu'elle est définie, telle qu'elle est liée à l'étymologie de ce mot, à sa substance, ça nous amène à penser qu'il y a nécessité qu'il y ait autre chose que la force pour que l'autorité s'exerce. Et donc, cette autre chose, c'est bien évidemment la légitimité. Si l'autorité ne peut être imposée par la force, elle doit être reconnue et donc acceptée par celles et par ceux qui vont volontairement, librement s'y soumettre. Donc ça, c'est vraiment un deuxième point de définition qui est très très important. C'est un pouvoir, d'une part. Deuxième point, c'est un pouvoir qui s'appuie sur une légitimité. Et donc cette légitimité, elle doit être reconnue par celles et ceux à qui s'applique ce pouvoir. Troisième élément que moi je remarque, c'est que il y a une notion de confiance derrière tout cela. C'est-à-dire on ne peut pas imposer son autorité à d'autres personnes s'il n'y a pas une confiance dans les deux sens, mais d'abord, des personnes qui vont se soumettre à cette autorité vont être liées par une confiance à celui qui porte cette autorité. Une confiance au fait que cette personne-là est apte à appliquer ce pouvoir de la meilleure façon. Et donc, dès qu'on va sortir de ce cadre-là, de ces trois fonctions du mot autorité, il risquera d'apparaître des problématiques, et ça on va s'en rendre compte, et tout le monde s'en rend compte dans la société, dans la vie quotidienne, oui. Dans chacun et chacune les réalités de vie qu'il peut traverser. Tout à fait Bruno, du coup vous avez cité les trois fondaments, c'est-à-dire avant tout le pouvoir, la légitimité et la confiance qui est donnée par les autres vers celui qui applique l'autorité. Mais la vie quotidienne, comme vous venez d'énoncer, manifeste clairement que parfois cette autorité elle se développe autour d'une force, d'une brutalité même, d'une violence imposée. Du coup, est-ce qu'on peut parler d'autorité même quand elle est imposée quelque part? Alors si on se réfère à sa définition, à la définition du Larousse, la réponse est non.
On ne peut pas parler d'autorité. Alors, de quoi est-ce qu'on peut parler? Il faut inventer un mot, peut-être. Le mot le plus simple, je pense, et le plus juste, peut-être, ça serait le mot autoritarisme. Pourquoi? Parce que, vous savez, le isme, le suffixe isme, quand on le rajoute, il définit, en fait, un glissement ou un attachement à une idéologie ou à une théorie. Et donc, si l'autorité devient une idéologie, ça veut dire que, quelque part, elle est déconnectée de la réalité relationnelle, d'une part, et puis en même temps elle se suffit à elle-même. Une idéologie se suffit à elle-même. Et donc l'autoritarisme pourrait être défini comme une idéologie de l'exercice du pouvoir pour le pouvoir, du pouvoir pour le pouvoir. Et donc on perd en fait le sens premier de l'autorité qui est l'exercice d'un pouvoir pour le bien commun. Alors dans ce cadre-là, on a comme une disparition, un effacement des notions de légitimité et de confiance. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus besoin. L'idéologie suffit. Bruno, qui est touché par l'autorité? Dans le sens que quand on pense à la société, on peut penser autorité égale alors aux ministres, les responsables élus à la mairie. Aussi, on pense aux forces des ordres, la police, la gendarmerie. Mais du coup, on pourrait penser que l'autorité est réservée juste à une élite de la société. Est-ce que cela est vrai? Pas du tout, non. En fait, tout le monde fait autorité. C'est-à-dire que c'est une notion proprement universelle qui est liée à l'humain. Quand on est humain, on fait autorité, quelle que soit sa fonction, son niveau social, son cadre de vie, etc. Pourquoi? Parce que l'autorité est liée à la vocation. On a tous des talents, des capacités, des inclinaisons. On aime faire plus ceci que cela. Eh bien, en fait, dès qu'on va exercer notre vocation, donc dès qu'on va essayer de bien faire, on va faire autorité. Et j'allais même dire qu'à la rigueur, quoi qu'on fasse, on fait autorité. Dès qu'on a une action sur son environnement, on le fait en conscience avec l'exercice d'un pouvoir, même si c'est un détail que l'on fait, même si on écrit quelque chose, quelque part on fait autorité à ce moment-là. Ça veut dire on exprime qui l'on est. C'est ça, faire autorité. Et donc, on pourrait même dire que quelque part, faire autorité, c'est ériger le monde pour le bien commun. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a différents niveaux d'autorité. Ça, c'est une réalité. Effectivement, la responsabilité peut être plus ou moins grande, liée à la fonction de chacun. Faire autorité quand on est un chef d'État, c'est pas le même niveau de responsabilité que si je jardine, par exemple, et que je suis responsable d'aménager ou d'entretenir un espace vert. Les deux ont le même niveau de légitimité et on pourrait dire aussi de dignité. C'est-à-dire que, on va dire, face au Créateur, il n'y a pas un qui soit plus important que l'autre. On a la même dignité. Mais dans l'organisation humaine, il va y avoir des responsabilités plus importantes que d'autres. Et donc, quoi que vous fassiez dans la vie, construire, réparer, cultiver, chercher, concevoir, planifier, embellir, enchanter, je pense au métier artistique quand je dis ça, écouter, quand on est psychologue, enseignant, etc., soutenir, aider, éduquer, nourrir pour les agriculteurs, protéger les forces de l'ordre, etc., les pompiers, voilà. Eh bien, quoi que vous fassiez dans la vie, eh bien, vous faites autorité parce que c'est lié à votre vocation. Et donc ça, c'est important, c'est une notion qui concerne absolument tout le monde. Très bien. Et on revient sur les deux mots autorité et autoritarisme un instant, car il me semble que la frontière, elle est plutôt faible. J'ai l'impression qu'en fait, quand on exerce l'autorité, le point de départ est positif, dans le sens la légitimité, la confiance, le pouvoir, et après parfois il y a un glissement qui se fait de manière progressive qui nous amène vers l'autoritarisme. Parfois peut-être qu'on a l'impression, on se rend même pas compte de ce glissement. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Oui, vous avez complètement raison, Sarah. Ça nous arrive à toutes et à tous, hein, ce fameux glissement. L'autorité, au départ, c'est être au service du bien commun, et puis on dévie pour au final, quelque part, on pourrait dire rater sa cible, hein, qui est d'agir par amour, avec amour et pour l'amour. En fait, être au service du bien commun. Et alors, si on veut repérer, avoir des indices, hein, pour justement faire attention à ce glissement, tout à l'heure vous évoquiez le fait que on ne s'en rend pas compte de ce glissement. Oui. On n'est plus en capacité d'en prendre conscience, parce qu'on est dedans, on va dire, on le vit, et il faut un regard extérieur souvent pour se rendre compte de choses qu'on est en train de vivre. Alors peut-être que, voilà, un indice, c'est que c'est justement cette histoire de visée. À partir du moment où on n'exerce plus l'autorité comme elle devrait l'être, on n'est plus au service du bien commun, mais progressivement, on utilise ce pouvoir au service de son propre intérêt personnel. Voilà, ça c'est un indice qui est fort, auquel il faut prêter toujours attention pour soi-même d'abord, mais éventuellement pour les autres aussi, de façon à être en capacité de les alerter avec bienveillance, que à votre regard, à votre avis, il y a ce glissement qui s'opère. C'est important, parce que si vous les aimez et que vous ne dites rien, c'est que peut-être vous les aimez pas tant que ça. Donc voilà, des fois l'amour impose de se mettre en danger dans la relation et d'intervenir pour dire quelque chose. Alors utiliser l'autorité pour son propre intérêt, ça peut être différents intérêts, ça peut être pour un gain financier, pourquoi pas, hein. Ça peut être aussi un intérêt social, de monter sur l'échelle sociétale, hein, pour être plus important et avoir plus de reconnaissance, etc., etc. Ça peut être un intérêt psychologique. Et donc on peut utiliser le pouvoir de notre autorité pour finalement, par exemple, régler ses comptes. On peut l'utiliser pour rabaisser celles et ceux qui nous ont fait une remarque ou pris une initiative que l'on n'a pas appréciée, etc., etc. Alors, on perd à la fois, à ce moment-là, la légitimité dans l'exercice de l'autorité, mais aussi la confiance. Et on est alors poussé par notre propre attitude à faire usage de toujours plus de force et de contraintes pour exercer cette autorité qui est à notre seul service. Et là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est plus de l'autorité, c'est devenu de l'autoritarisme. Mais on ne s'en est peut-être pas rendu compte. Tout à fait, Bruno. Et il y a aussi un aspect qui me vient à l'esprit. Il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'il y a aussi un certain plaisir qui se dégage quand on exerce de l'autorité. Et est-ce que c'est peut-être aussi une raison qui fait partie des profondeurs de l'être humain, à ressentir une forme de jouissance à faire autorité sur un autre être? Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui est un peu mystérieux, mais qui peut faire partie d'une dimension de dépendance à ce glissement, hein, parce que quelque part, on en retire quelque chose de cette déformation de la relation à l'autorité pour la dévier vers quelque chose de très égoïste. Et donc c'est ce qu'on appelle aussi l'hubris. Alors l'hubris, hein, c'est un sentiment d'orgueil qui pousse à la démesure. Et donc le fait de dominer, ça nous donne une importance. Et quelque part, dans notre cerveau, ça doit produire peut-être quelques hormones, du plaisir, et il peut y avoir une forme de jouissance à cela, dans cette domination de l'autre, être supérieur à l'autre. Et donc c'est quelque chose qui peut être très pervers. Bien Bruno, on vient là à donner peut-être un conseil de comment se préserver et comment éviter pour nous-mêmes ce glissement vers l'autoritarisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'antidote à l'orgueil, c'est l'humilité. Et l'humilité, ça a la même racine que humidité et que humus. Donc, c'est quelque chose qui est très lié à la notion aussi de fertilité. Et là, on ne parle pas de fertilité des plantes, du coup, mais de fertilité dans la croissance de notre humanité. Donc, c'est intéressant de voir déjà ce lien. Et donc l'humilité, comment est-ce qu'on peut la vivre dans ce cas de figure de la perception de l'autorité dans notre vie quotidienne? Ça peut être de se poser la question de d'où viennent les talents
qui me permettent d'exercer l'autorité, quel que soit mon niveau d'exercice d'autorité, l'importance de cette responsabilité que je porte. Si je considère que ces talents, en fait, c'est moi qui les ai construits, j'ai auto-généré les talents que je porte, je vais peut-être plus facilement pouvoir glisser vers des comportements qui vont m'amener à l'hubris et à l'orgueil. Parce que je vais me considérer comme l'auteur, le propriétaire, le créateur de mes propres talents. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas participant de ces talents par le travail qu'on fait à les développer, mais on n'en est pas les auteurs. Et donc ça, c'est très important de rester concentré, de garder au cœur et au corps le fait que les talents que l'on a reçus pour exercer notre autorité sont des dons. Alors, le croyant va dire c'est un don de Dieu, l'athée va dire, peut dire c'est un don de la nature. Il y a ma génétique, mon environnement, etc. qui a fait que. Et donc dans les deux cas, c'est une solution qui est applicable. Et donc ça c'est intéressant parce que on passe d'une logique où finalement tout nous est dû, quand on est l'auteur de tout, à une logique où finalement on reçoit, et donc si on reçoit, ça veut dire qu'on est appelé à donner. Puisqu'on a reçu gratuitement, on va donner gratuitement. Ça immunise relativement contre le tout pour soi. Bien Bruno, merci pour cette notion qui nous remet bien les pieds sur terre. Et justement, on arrive à la matrice de toute la question, c'est-à-dire d'où vient cette autorité, nos talents, nos dons. Comment Dieu exerce son autorité, Bruno? Il faut aller se plonger dans la Bible et dans vraiment des textes fondamentaux. Alors, commençons par la Genèse. C'est vrai que Dieu déjà exerce son autorité dans l'acte créateur, dans les premières pages de la Bible. Et ensuite, on voit qu'il donne son autorité à Adam. Donc la créature, l'humanité, l'humain, il lui donne son autorité parce qu'il lui donne une liberté d'action dans cette création. Et puis, par exemple, on le voit lorsqu'il lui demande de nommer les animaux. C'est pas Dieu qui nomme les animaux, mais Dieu délègue son autorité à l'Adam pour qu'il nomme les animaux. Ça veut dire que quelque part, le plan divin serait que l'humanité exerce son autorité à l'image de Dieu. La scène commence par la création, Dieu exerce son autorité, et ensuite il délègue cette autorité à l'humain. Voilà peut-être notre mission, justement, de croyants, de chrétiens, c'est de se poser la question de quelle est cette façon d'exercer l'autorité. Et puis on voit aussi que l'autorité exercée par Dieu, elle a une visée qui est ce bien commun dont on a parlé tout à l'heure. Alors ça c'est typiquement puisque Dieu crée, et puis il observe et il constate. Il constate que cela était bon. Voilà, donc le bon, le bien, c'est la visée de l'usage de l'autorité. Et donc on peut vraiment se caler sur la forme d'autorité que Dieu exerce pour la vivre à notre tour dans notre humanité. Ensuite, il y a la notion de liberté, c'est-à-dire que Dieu crée Adam, mais il le laisse libre dans le jardin, libre y compris d'aller contre sa parole qui est la loi qui définit ce qui est bon. Adam va tester cette contre-parole et va croquer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui l'amène à vouloir être comme Dieu tout-puissant. Mais il lui a laissé cette liberté. Donc cette liberté, elle est fondamentale. C'est pour ça que l'autorité s'exerce dans la liberté de ceux qui s'y soumettent quelque part et qu'elle est liée à la notion de confiance. Voilà, et qu'elle ne peut pas s'exercer en dehors de cette confiance. Confiance aussi qui apparaît dans la relation de l'humanité avec Dieu, avec l'alliance qui est toujours proposée par Dieu pour relever cette humanité lorsqu'elle dévie, lorsqu'elle glisse vers l'orgueil. Donc on a vraiment tous ces éléments qui sont au commencement de la Bible. Mais on peut également trouver un témoignage très fort de la question de l'autorité dans les évangiles, et notamment dans le récit de l'arrestation de Jésus. Alors, est-ce qu'on pourrait partager ce petit extrait des évangiles ? Oui, avec grand plaisir.
L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. » Voilà, merci Sarah. On voit là que Jésus a la capacité à faire appel aux 12 légions d'anges. Et donc il a cette capacité d'utiliser la force et la contrainte. Mais il ne l'utilise pas. Donc on a un parfait exemple de ce qu'est l'autorité, avec comment agit Jésus, qui est Dieu, dans l'humanité. Donc c'est un texte vraiment à méditer, parce que nous avons souvent tellement facilement une inclinaison à utiliser la force, parce que c'est plus facile. On atteint notre but tellement vite et facilement avec la force. Mais ce n'est pas la voie qui est la plus conforme à ce qu'est vraiment l'autorité. Et à ce qui est vraiment l'être humain, quelque part. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a du coup, dans la notion d'autorité, il y a une notion de sacrifice ? Clairement oui. Et alors ça c'est toute encore une grande question. Le sacrifice nous relie au sacré. Et donc, mais il faudrait une autre émission encore. Absolument, ça sera probablement la thématique d'une prochaine émission. Chose qui est intéressante, par curiosité, j'ai regardé ce matin le contraire du mot sacrifice et dont je n'étais pas consciente. Et effectivement, le contraire, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme. Ouais. Bien, ça fera objet d'une prochaine édition. Merci Bruno. Merci Sarah, merci aux auditrices et aux auditeurs de Radio Ecclésia. Tout à fait, on vous donne un rendez-vous pour la prochaine émission.